Alors bonjour à tous, je m'appelle Audrey Ferraro, je suis officier de l'armée de terre. Parallèlement à cette activité professionnelle, je produis des écrits, notamment sur l'Afghanistan. Mes premiers ouvrages étaient consacrés à un événement tragique qui a eu lieu en 2012 où un soldat d'armée afghane s'est retourné contre un groupe de militaires français qui faisaient leur footing. Et là, depuis un mois, j'ai sorti un ouvrage de devoir général, qui retrace la chronologie des événements afghans de 2001 à 2024 et aussi un portrait hommage de chaque Français qui a été tué, chaque militaire français, au nombre de 90, qui ont été là-bas et qui sont jamais revenus en France. Vous pouvez garder le micro. Donc je vais vous expliquer un peu le contexte de cette conférence. Donc comme vous le savez pour la plupart, donc l'OTAN est intervenue donc en Afghanistan suite aux attentats à cette attaque terroriste qui a eu lieu aux États-Unis. Donc quatre tours, pardon, il y a eu 4 attentats. Donc les 2 tours du World Trade Center ont été touchées et détruites. Vous avez le Pentagone qui a été attaqué et touché, et un 4e avion qui s'est écrasé. Donc suite à cette attaque terroriste, donc les partenaires, les pays membres et partenaires de l'OTAN ont pris ces attaques terroristes pour un acte de guerre. Donc obligatoirement, il y a l'article 5 de l'OTAN qui a été mis en œuvre. Donc pour préciser, l'article 5 de l'OTAN, c'est chaque pays membre de l'OTAN intervient ou pas au profit du demandeur. Donc chacun aussi met les moyens qu'il le souhaite, soit ça peut être de l'humain, des troupes, ou pas, ça peut être du matériel, une aide médicale ou autre. Mais chaque pays a son propre jugement et décide de ce qu'il souhaite faire. Donc à partir de ce moment-là, l'article 5 a été mis en œuvre. Les troupes de l'OTAN sont intervenues en Afghanistan. Et puis après, bon, forcément, donc il y a eu de nombreux décès parmi les militaires des différents pays membres et partenaires de l'OTAN, puisque vous aviez aussi sur place des pays partenaires de l'OTAN. Je me souviens qu'il y avait des Colombiens qui étaient présents en Afghanistan. Donc environ 2500 blessés. 2500 morts, et il faut savoir qu'en général, quand vous avez un mort, c'est 3 à 4 blessés par rapport à un mort, donc vous faites à peu près le calcul de ce que cela peut donner. Vous avez pu voir qu'il y a maintenant ça fait 3 ans, 3-4 ans, donc les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan, les talibans ont repris le pouvoir, et malheureusement, donc avec la présence des talibans, la tyrannie est de retour. D'où l'intervention, et mon propos est faible. C'est là où va intervenir Madame Le Stalier, et je vais la laisser vous expliquer un peu ce qu'il en est actuellement. Merci, je vais faire un panorama très rapide, parce que de toute façon, je pense que par l'actualité, vous êtes déjà plus ou moins au courant quand même de ce qui s'y passe. Et puis ce qui sera intéressant, c'est que vous puissiez poser des questions plus précises. Alors, très rapidement, donc, je dirais, peut-être qu'il faut remettre les choses un petit peu dans la situation du pays. L'Afghanistan, j'ai une bonne amie afghane qui a toujours dit que l'Afghanistan est le pire pays au monde. Naître, ça veut dire... Pardon, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Voilà, le pire pays au monde où naître femme. Naître, ça veut dire être née femme. Hein. Et je dirais que ça a toujours été, plus ou moins. Parce que les femmes en Afghanistan, bien avant l'intervention, donc, comme tu viens de le répéter, de le dire, l'intervention occidentale, ça a toujours été un pays compliqué pour les femmes, qui ont toujours été donc, prises en tenaille, je dirais, entre les lois religieuses, donc de l'islam, qui, je n'ai pas dit d'islamisme, hein, j'ai dit d'islam au départ, qui impose aux femmes un certain nombre de contraintes, c'est pas peu dire, et puis les lois traditionnelles, les lois tribales, donc prises. Donc dans ces deux tenailles, la femme afghane, de toute façon, n'avait déjà pas beaucoup de droits.
Bon, ensuite, donc, est arrivée, alors elle a eu un petit peu de droit du temps du roi Zahir Shah, qui est arrivé au pouvoir en 1933, qui lui-même était lettré, qui avait fait des études au lycée Estéclat, le lycée français donc, de Kaboul à l'époque, qui a fait des études ensuite supérieures au lycée Jean Chonsali à Paris, enfin bref. Et quand il est arrivé au pouvoir, et surtout quand il a eu les pleins pouvoirs, entre guillemets, eh bien, il a voulu libéraliser son pays. C'était l'époque aussi de ce qui se passait en Iran, hein, avec le Shah d'Iran. Donc les deux pays ont essayé les deux chefs d'État, je veux dire, ont essayé de libéraliser le pays, mais un peu à marche forcée. Et ce qui fait que c'était à contre-courant des traditions, à contre-courant de ce qu'attendait vraiment l'ensemble du pays. C'était réservé à une élite qui a un petit peu choqué l'ensemble du pays. Bref, donc événements, etc. Il y a eu donc l'intervention des Russes. Et à partir de là, on est entré en guerre civile. Donc ça a été terrible, et pour les femmes, ça a été terrible aussi parce qu'elles n'avaient déjà pas beaucoup de droits, mais pendant une guerre civile, la femme est en première ligne, de toute façon, de toutes les victimes. Bref, arrive donc ensuite ce que tu as dit, donc l'intervention des forces internationales, donc le 2 octobre 2001, et là, hop, on pense que c'est gagné, ça y est, hop, le pays est libéré, les femmes vont être libérées, toutes les contraintes, etc. vont sauter, etc. Bon, ça a été un petit peu le cas pendant 20 ans, hein, jusqu'en 2021, parce que les femmes, beaucoup de femmes, ont pu aller à l'école, hein, parce que toutes les écoles avaient été détruites pendant la guerre civile, donc c'est-à-dire la communauté internationale a reconstruit des écoles, grâce essentiellement aussi au soutien des militaires. Hein. Bon, moi, avec mon association, on avait travaillé avec Mères pour la Paix, on a eu le soutien beaucoup de l'armée française pour transporter du matériel, sécuriser les zones, enfin, etc. Bref, on pensait que c'était gagné. Mais c'était en oubliant justement le fond du problème, c'est-à-dire en fait les traditions et l'histoire du pays. Et on a travaillé, nous les Occidentaux, essentiellement avec les élites des femmes. Donc elles ont été députées, elles ont été ministres, elles ont été juges, elles ont été journalistes, enfin, etc. Mais c'était, je dirais, la petite pointe de l'iceberg. Et on n'a pas suffisamment, je pense, hein, travaillé sur le fond en respectant un peu les traditions. Bon, la moralité, beaucoup d'événements dont on n'a pas le temps de parler ici ont fait que, eh bien, retour des talibans le 15 août 2021. Alors, le 15 août 2021, vous avez tous vu les images à la télévision et autres, ça a été la panique, une véritable panique. Tout le monde voulait quitter, enfin tout le monde, en tout cas à Kaboul et dans les grandes villes, tout le monde voulait quitter le pays. Sur la région de Hérat, les gens sont partis vers l'Iran, Jalalabad, ils sont partis vers le Pakistan, etc. Donc Kaboul se sont précipités vers l'aéroport international de Kaboul pour monter dans le premier avion qui venait, etc. Donc évacuation générale, ça durait un mois de calvaire, un mois d'horreur. Bon, et puis plus rien. Voilà, les talibans ont pris le pouvoir. Et comme la dernière fois, comme entre 1996 et 2001, eh bien, petit à petit, la charte s'est reconstruite. Pas seulement sur les femmes, sur l'ensemble de la population. Alors, je ne vais pas vous faire le détail de tous les décrets, il y en a eu 145 en tout, à peu près, décrets circulaires et autres, qui petit à petit ont grignoté toutes les libertés. Et alors, la cerise sur le gâteau, si je puis dire, donc le 31 juillet de cette année, eh bien, ils ont résumé, ou en tout cas repris, toutes ces interdictions dans une loi de, je crois, c'est 147 pages, voilà, qui détaille toutes les interdictions. Alors maintenant, donc essentiellement sur les femmes, donc les femmes n'avaient déjà plus le droit de sortir, mais là, évidemment, c'est écrit noir sur blanc. Elles doivent être entièrement couvertes, y compris les mains. Voilà, enfin bref, aucune liberté. Pas la liberté, par exemple, de chanter, interdiction de chanter. Parce que chanter, ça veut dire qu'on met la femme en évidence. Et il ne faut surtout pas tenter les hommes. Alors, une femme qui chante, tous les hommes, mon Dieu. Bon, elles n'ont pas le droit de réciter, elles n'ont pas le droit de faire entendre leur voix, même chez elles, Bien. Alors évidemment, pas le droit d'aller à l'école, ça c'est une évidence, pas le droit de travailler, on est d'accord. Et le problème, eh bien, c'est que c'est une société qui est totalement détruite. Parce que quand vous avez déjà 24 millions d'individus qui sont en prison,
qui ne peuvent plus faire vivre leur famille, qui ne peuvent plus aller à l'école, qui là. Bon, et comment faire pour soigner les femmes? Comment faire pour soigner les enfants? Comment faire? On ne peut pas. Bon, parce que les femmes n'ont pas à sortir, de toute façon, elles sont condamnées. Mais il n'y a pas moyen non plus qu'elles puissent elles-mêmes devenir médecins pour pouvoir éventuellement soigner les enfants et autres, puisqu'elles n'ont plus le droit d'aller à l'école et pas le droit d'aller à l'université. Donc, je veux dire, à petit feu et à long terme, c'est un pays qui est totalement condamné. Bon, l'économie, on n'en parle même plus, donc c'est catastrophique. Le pays est actuellement pillé par les talibans qui vont vendre les antiquités, enfin, etc. C'est un pillage assez ouvert. Ils prétendent qu'ils ont supprimé le pavot, d'accord, mais à l'inverse, ils sont en train de cultiver les... Alors, je crois que c'est des amphétamines, non. Non, c'est pas une amphétamine, c'est un truc qui ressemble à ça. Voilà, mais voilà, une drogue de synthèse à base de plantes qui poussent dans les montagnes. Enfin bref. Donc de toute façon, ce sont toujours des gens qui n'ont aucune moralité, rien. Et puis le problème principal, c'est que l'Afghanistan redevient un repère. Le terroriste, mais là je pense que peut-être tu nous en parleras aussi. Donc tout ça c'est extrêmement grave. Et je pense qu'il faut que la communauté internationale réouvre les yeux sur l'Afghanistan, sur la situation des femmes, mais pas seulement. Alors effectivement, après cette vision, on va dire, sur le long terme, ça nous permet de poser ce cadre dans lequel les forces otaniennes sont intervenues. Moi, dès le départ, en tant que militaire, effectivement, j'ai vécu on va dire l'intervention de l'intérieur, même si j'ai pas pu m'y rendre physiquement, parce que lorsque je me suis proposé volontaire pour y aller à partir de 2012, et avec le massacre de la flotte de Gaulle, ça j'y reviendrai, les troupes combattantes se sont été rapatriées vers Kaboul pour ensuite entamer une phase de désengagement. Fin 2014. Donc moi j'ai vécu effectivement l'intervention afghane de l'intérieur en tant que militaire, mais aussi j'avais toujours ce souci de devoir de mémoire. Parce qu'effectivement, de toutes les nations qui sont intervenues au sein de l'OTAN, le patriotisme, le devoir de mémoire se vivent complètement différemment. Et ce que j'ai pu constater, et qui s'est répété notamment aussi avec l'Afghanistan, c'est que par exemple, si on compare les USA et la France, le devoir de mémoire est totalement différent. Je pense que même Pascal, en tant que maire de militaire, tu es là-bas, tu pourras peut-être en témoigner aussi. Quand un soldat américain revient dans son pays, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs, ils sont considérés comme des héros. Alors c'est pas un héros de cinéma, hein, c'est un héros de quelqu'un qui est revenu vivant, blessé ou même en syndrome post-traumatique, mais c'est quelqu'un qui a quand même été dans un pays lointain pour défendre des valeurs. Après ça peut discuter, leur mission c'est ça. Et quand ils reviennent, les familles sont présentes sur le tarmac, les autorités, que ce soit civiles ou militaires, sont également présentes. Il y a des drapeaux partout, et ils sont applaudis et ils reviennent, on va dire, non, pas par la petite porte. En France, c'est différent. En France, effectivement, comme on dit souvent, les militaires, c'est leur métier. Effectivement, c'est une arme de professionnel, c'est notre métier. Mais quand les soldats français reviennent de leur mission, c'est comme s'ils revenaient d'une journée de travail, c'est-à-dire dans l'anonymat le plus complet. Les familles d'ailleurs sont tenues à l'écart, hein, le temps que le retour ou le SAS se fasse. Et puis le lendemain, ils reprennent leur voiture et ils reprennent leur vie normale, entre guillemets. Parce qu'effectivement, même si la France a mis depuis l'Afghanistan justement des SAS de décompression, donc en fait, pour faire court, c'est un 3 jours où les militaires font un sorte de sas entre le pays, donc l'Afghanistan et la France. Donc ça pouvait être en Crète ou ailleurs, hein, ça a changé au cours des années. Du jour au lendemain, ils se retrouvaient
de la poussière des terres afghanes à un hôtel étoilé pour essayer de reprendre pied avec la vie civile et normale. Donc imaginez bien que moi, quand j'ai découvert ce SAS, c'était au travers de l'écriture et le recueil de témoignages de gens, justement, de militaires français qui avaient perdu la moitié de leur équipe le 20 janvier 2012. C'était l'objet de mon premier ouvrage. Et quand j'ai recueilli le témoignage des survivants et puis des familles, donc des familles de blessés, de tués, finalement j'ai pris conscience qu'il y avait un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que le 20 janvier 2012, il y a un soldat d'armée afghane qui s'est vengé, qui s'est retourné, comme beaucoup d'entre eux en Afghanistan, sur les soldats français. C'était dans une base avancée, parce que vous aviez Kaboul et des bases avancées où on menait les combats. Et les troupes françaises étaient au nord-est de Kaboul. Et en fait, ce jour-là, dans une base avancée où, on va dire, les soldats français étaient en footing matinal, un soldat d'armée afghane qui était en formation auprès justement de ces soldats français s'est retourné contre eux et les a fusillés en plein footing, donc ils ne pouvaient pas se défendre ni rien, donc c'était un véritable massacre. Et donc moi je connaissais une partie de cette équipe, c'était des gens qu'on appelle donc OMLT, c'est des termes militaires, mais en fait c'est ceux qui œuvraient pour former l'armée nationale afghane, ce qu'on appelait l'ANA, pour ensuite se retirer et que l'ANA prenne le relais. Donc ces gens-là ont été victimes d'un massacre, d'une trahison, ils n'ont pas pu se défendre, et donc il y a eu 5 tués, il y a eu environ 15 à 16 blessés, dont quelques-uns très graves. Je pense à l'infirmier militaire qui a perdu un œil, donc là il ne pouvait plus intervenir. Heureusement, le médecin militaire qui est dans le footing a été projeté à terre par un de ses collègues, et la balle a traversé on va dire le bonnet. Donc on a retrouvé la balle dans le bonnet, mais heureusement il n'a pas été touché, il a pu intervenir sur les premiers blessés. Donc en fait ces gens-là ont traité les morts, les blessés très graves, je peux en multiplier les exemples, et ont des images très traumatiques. Et sur les 34, pardon, il y a que la moitié qui sont revenus, mais 3 semaines après. Ça veut dire que leur mission continuait. Bon, effectivement, elle a changé de teneur, parce que ces gars-là ne voulaient pas rentrer tout de suite. Ils ont dû s'occuper des affaires personnelles de leurs collègues, comptabiliser les photos, comptabiliser les ordinateurs, etc., alors qu'ils vivaient ensemble la veille encore sous tente. Et donc ils ont été rapatriés sur Kaboul, ils sont restés auprès de l'infirmerie, et au bout de 3 semaines, effectivement, eh bien, une fois que les honneurs militaires ont été rendus aux militaires tués, donc aux invalides, ces gens-là seront